Bienvenue dans Esprit MOF. Esprit MOF, ce sont des rencontres inédites avec ses artisans, ses maîtres d'art, ses compagnons, ses meilleurs ouvriers de France, regroupant toutes sortes de catégories artisanales dans des domaines très variés. Ils nous feront partager, imaginer leur parcours, leur vocation pour certains et bien sûr leur travail, leur savoir-faire si particulier dans l'intimité de leurs ateliers ou de leur domaine de compétences. Dans ce nouvel épisode, nous sommes allés à la rencontre de Fabien Biot, né en 1984 dans le Tarn, ayant obtenu son titre d'un meilleur ouvrier de France chaudronnerie en 2019. Nous avons voulu en savoir plus sur sa profession et connaître l'origine de ses choix, de son parcours depuis son BEP. Voici donc un entretien avec un professionnel de l'hygiène et de la sécurité, de la soudure et des structures métalliques. Fabien Biot, vous êtes meilleur ouvrier de France chaudronnerie. Vous avez eu ce titre en 2019. Alors, en quoi consiste ce métier de chaudronnier ? Bon, pour l'expliquer clairement, c'est une branche industrielle qui concerne le façonnage et la transformation des métaux en feuilles, des tubes et des profilés. Donc, qui peuvent entrer dans différentes réalisations. Donc, on peut avoir des équipements qui touchent divers secteurs, donc l'industrie, par l'agroalimentaire, la chimie, l'énergie, l'aéronautique, tout en passant évidemment par tout ce qui est donc charpente métallique, équipements sous pression. On peut avoir des sites de stockage, des équipements navals et évidemment l'automobile. Et après, on a une petite filière qui peut être vraiment artisanale avec des fabrications spécifiques, avec du mobilier urbain. On va dire, comme on appelle chez nous, du moto à 5 pattes avec des pièces irréalisables qui n'existent pas ailleurs et qui sont demandées dans l'industrie ou par des métiers spécifiques. Alors, quelle a été votre motivation justement ? On va revenir après sur votre formation pour passer ce concours et obtenir ce diplôme d'État. Ma motivation, c'est déjà depuis tout petit, je voyais toujours ces écoles bleu, blanc, rouge, donc on va dire les cuisiniers, tous ces trucs-là, et ma mère et ma grand-mère regardaient la télé, disaient là vraiment c'est des personnes qui ont réussi, et en me renseignant donc dans mes plus jeunes années, quand j'ai commencé à apprendre ce métier, effectivement, je me suis aperçu que ce métier existait aussi et pouvait être représenté par des meilleurs ouvriers de France. Donc j'ai commencé petit à petit à me renseigner. Quand j'ai vu le niveau où c'est que ça allait me mener, j'étais vraiment pas prêt. Donc j'ai attendu que les années passent petit à petit. Et effectivement, tous les 4 ans, je regardais un peu les pièces qui sortaient, voir le niveau qu'ils demandaient. C'était toujours trop pour moi jusqu'à cette année 2019 quand j'ai eu, on va dire, le cran et le soutien de ma famille pour essayer de franchir le cap et de me présenter donc à ce concours. Alors, il y a eu des épreuves de qualification. Est-ce qu'il y avait un thème cette année-là, justement ? Donc effectivement, on avait une petite trémie pyramidale avec une jonction sur un cylindre avec un petit cadran cornière, donc une pièce assez basique à premier avis, mais à réaliser dans un temps assez imparti. Les matières, vous pouvez nous les rappeler, les matières à travailler ? Les matières à travailler dans le métier en général, donc ça peut être l'acier, le zinc, le cuivre, le laiton. Et maintenant, avec les nouvelles technologies, on peut travailler donc des aluminiums, des inox, jusqu'à des titanes et des aciers spécifiques, duplex, astéloïdes, qui sont utilisés maintenant dans des énergies, dans des industries de pointe. Et pour vous préparer, vous étiez encadré par des compagnons, un MOF ou... J'avais mon ancien chef d'atelier, donc qui m'avait, avec qui j'avais parlé un petit peu. Donc au début, il me sentait pas trop prêt il y a quelques années. Et petit à petit, en me voyant évoluer de la société, il m'a dit un jour tu seras prêt. Je pense qu'il te faut franchir le cap maintenant. Donc je me suis rapproché effectivement d'un ancien meilleur ouvrier de France qui m'a donné quelques tuyaux, mais après j'ai fait tout moi-même dans mon petit coin. Dans votre atelier ? Dans un atelier où je travaillais, ouais. Alors comment on arrive au stade de faire ce chef-d'œuvre justement, un chef-d'œuvre que vous allez nous décrire, parce que là aussi vous pouvez pas le faire dans votre atelier uniquement celui-là. Donc celui-là on peut pas le faire dans un garage, automatiquement il faut un atelier vraiment de chaudronnerie parce qu'il y a des machines un peu spécifiques et après le poids de la pièce à la fin fait qu'il faut des engins de levage pour un peu la manutentionner pour pouvoir faire les montages adéquats. Combien ? 60, 70 kilos ? Non, celle-là faisait 200 kilos. Alors vous pouvez nous la décrire peut-être ? Donc la pièce demandée, c'était un coup de conique hélicoïdal, donc piqué avec un cylindre. On part tout de matière à plat et de métaux en feuille. Donc automatiquement, on a le tracé à faire, le développé de chaque pièce, et après la découpe et le formage. Et là, le formage, il y avait énormément de roulage et de pliage.
Et après, il y avait un support qu'il fallait créer et concevoir nous-mêmes. Et après, dessus, on avait des piquages, donc des cônes, des brides, du boulonnage, du soudage, avec différents procédés de soudage et différents matériaux à lier ensemble. Donc moi, sur la mienne, j'ai utilisé donc de l'acier, de l'inox, du cuivre. Et après, j'avais fait un support en laiton et en aluminium. À mes yeux, c'est ce qui représentait le plus généralement mon métier, quoi. Alors pour les néophytes, on aimerait savoir à quoi sert cette pièce. Là, pour l'instant, c'est un chef-d'œuvre, donc j'espère qu'elle servira à rien parce que j'ai passé pas mal d'heures dessus. Mais effectivement, elle pourrait servir dans l'industrie sur le traitement de l'air. Donc c'est un cyclone diffuseur, donc il pourra aspirer des grands volumes d'air pour pouvoir les retraiter, donc séparer les matières lourdes des matières légères pour pouvoir faire un pré-traitement avant une centrale de filtration. Et est-ce que vous savez pourquoi vous avez obtenu ce diplôme ? Je veux dire par là, est-ce que le jury a été attentif à l'audace de votre travail, l'innovation dans la création ? Bon, par la suite, j'ai pu discuter avec certains qui l'avaient noté. Donc bon, d'innovation, je pense pas, parce que c'est une pièce, nous on réalise une pièce suivant un plan donné. Oui. Donc il y a 80% de la pièce qui est, on va dire, définie sur le plan. Les 20 autres %, c'est de la création personnelle. Donc cette année-là, c'était le support de la pièce. Donc effectivement, il y avait un petit peu de recherche sur le support de la pièce avec des vrilles, il y avait... une pièce un peu composée avec des surfaces gauches, ce qui, à mes yeux, représentait un petit peu les spécificités de notre métier. Fort de ce diplôme, quel conseil pourriez-vous donner à ceux qui voudraient s'y frotter dans la spécialisation de chaudronnerie, justement ? Bon, déjà, c'est de la motivation. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour le passer, mais il faut se sentir prêt. Donc, c'est-à-dire que quand on est très jeune, eh bien, il manque, je pense, un petit peu d'expérience. Et effectivement, il faut douter de soi et ne pas avoir peur de se remettre en question, parce que j'en ai appris tout le long du concours. J'étais parti avec des a priori, et à la fin de ma pièce, eh bien, il y a des choses que j'ai fait complètement au contraire, de par des conseils d'autres professionnels ou d'ouvriers qui bossaient avec moi, qui m'ont conseillé sur des choses, bien ou mal, ça a toujours été bénéfique pour moi, quoi. Qu'est-ce que ce diplôme vous a apporté dans votre vie professionnelle ? Bon, dans ma vie professionnelle, au début, ça n'a pas changé grand-chose. Mais bon, après, c'est vrai que quand on a parlé avec d'autres professionnels du métier, ben, le diplôme et la médaille ont fait que ça m'a permis d'être un peu plus écouté et de dire, bon, ben, le petit jeune qui est au fond là-bas, tout compte fait, il dit pas des conneries parce que... Alors, on va revenir à vos études parce que après le brevet des collèges que vous aviez passé juste avant l'an 2000, vous avez passé un CAP, un BEP avant d'obtenir un bac pro en 2003 et ce qu'on appelle alors la réalisation d'ouvrages chaudronnés et structures métalliques, les ROC SM. Et puis en 2002, vous allez devenir meilleur apprenti de France chaudronnerie. Donc vous étiez déjà aguerri pour passer des concours. Même mes formateurs que j'ai croisés, ben effectivement, m'avaient parlé déjà de ce concours. Donc, c'est des trucs qui m'avaient interpellé dans ces années-là. Donc, effectivement, je m'y étais présenté. J'étais arrivé donc à meilleur apprenti de France en 2002. Mais bon, effectivement, peut-être j'avais quelques facilités, mais c'est surtout qu'il y avait un investissement de mes formateurs qui m'a permis donc d'aller au bout là. Est-ce que le fait de vous engager dans une voie comme ça, vous étiez pas tellement finalement, est-ce que ça vous a donné l'envie d'aller encore plus loin et peut-être d'avoir d'autres performances dans ce métier ? Si vous voulez, l'école, c'était pas trop fait pour moi, donc je me rappelle encore être allé à les réunions d'orientation avec mes parents en fin de troisième et en disant que bon, j'avais à peu près des bonnes notes, qu'il fallait que je continue ça par la voie générale, mais bon, moi c'était pas mon objectif. Moi, mon but c'était passer un diplôme le plus rapidement possible pour entrer dans la vie active et pour pouvoir être autosuffisant. Je sors donc à 16 ans et demi avec le BEP et le CAP en poche, donc mon but c'était travailler, sauf que je suis tombé sur un employeur qui a fait que il a vu que j'avais quelques capacités et lui, il m'a expliqué que bon, il fallait que j'attende au moins 18 ans pour que je sois bien rémunéré. Donc il m'a poussé un petit peu à faire 2 ans de plus. Donc c'est pour ça que j'ai fait un bac pro en alternance. Et quand j'ai eu 18 ans, vu qu'encore il tenait le bout de la carotte et qu'il n'avait pas tout à fait lâché, il m'a poussé encore 2 ans de plus pour faire un BTS, toujours en alternance. Donc c'est ce qui m'a permis donc d'allier, on va dire, donc les techniques et les pratiques tout en suivant, en ayant une rémunération, puis en pouvant continuer mes études, quoi. Et au bout du BTS, je suis sorti quand même major de promotion de mon BTS, mais là j'avais dit stop, donc j'ai décidé d'arrêter, quoi. Alors qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la fabrication, quand vous êtes à la tête d'un atelier avec vos équipes, qu'est-ce qui vous séduit le plus dans ce métier ?
Mais c'est de concevoir les pièces et de les réaliser jusqu'à la fin et de voir la pièce qui correspond aux demandes du client et surtout qui se monte bien sur chantier parce qu'on a des grosses pièces mais les tolérances c'est toujours le millimètre. Donc effectivement qu'on ait une pièce qui fasse 30 mm, qui fasse 4 mètres de diamètre, à la fin elle passe par une fixation qui est ou vissée ou soudée et donc effectivement le millimètre lui il est toujours là, quoi. Donc c'est la précision, quoi. Et les matières que vous achetez, puisque c'est vous qui êtes responsable, je crois, des matières que vous les achetez où ? Oui, c'est France et Europe particulièrement. Vous pouvez nous donner des exemples de matières que vous achetez régulièrement, parce que le stockage est assez volumineux. Exactement, le stockage est assez volumineux, donc on peut acheter des tôles qui font 3 mètres par 1 mètre de différentes épaisseurs, ça peut aller de 1 mm à 12 mm d'épais. Et donc ça, on les achète chez des fournisseurs donc, ou locaux ou régionaux et qui arrivent des fois sur des matières un peu plus complexes à avoir, donc des tubes avec des diamètres un peu spécifiques. Et là, c'est européen. Donc il y a des aciéries donc, ou en Italie ou en Suède qui peuvent nous fournir ce type de matière, quoi. Et la France est meilleure dans quelle matière spécifique, justement ? Mais c'est plutôt européen, quoi. Donc on a les grosses aciéries donc qui sont basées donc à Italie, Espagne et Suède. Donc pour les différents de matières premières, donc des tôles et des tubes, et après les tubes spécifiques, effectivement, la Suède est bien placée là-dessus. La France, je pense, donne quelques éléments, mais n'a pas de fabricant pur et dur. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, justement, de créations que vous faites dans le cadre des ateliers de la société pour laquelle vous travaillez ? Ça peut aller de châssis entièrement donc de skid. Donc un skid c'est quoi ? C'est un châssis en tube qui tienne des pompes, des échangeurs, des petites cuves avec de la tuyauterie pour les raccorder. Donc on peut faire le chaud, le froid pour certaines industries. Et après ça peut aller jusqu'à des cuves de stockage. C'est qu'on stocke dedans de l'eau. Elles peuvent être revêtues avec des revêtements spécifiques ou peintes. Et après jusqu'à des cuves un peu plus techniques avec double ou triple enveloppe pour stocker des huiles avec des maintiens de température, des isolations spécifiques si elles sont stockées à l'intérieur, à l'extérieur. Et après tout ça, quand c'est en inox, donc on peut avoir des finitions vraiment très spécifiques avec des polissages et des rugosités suivant les spécificités clients. Comment on arrive à savoir justement ce dosage entre la perfection et ce qu'on attend de vous ? Le client, je pense, déjà, effectivement, il s'y réfère un petit peu quand il voit sur les mails ou en bas des mails qu'effectivement, il s'adresse à un meilleur ouvrier de France. Ça change rien parce que toujours les prix, eux, si les clients, donc il faut qu'ils achètent pas cher. Mais le truc là, c'est qu'après, il sait que derrière, pour un prix donné, il pense qu'il y aura une qualité et c'est ce que nous, on est capable de lui faire, quoi. Vos équipes, comment vous les composez ? Est-ce que vous donnez leur chance à des jeunes justement qui ont fait à peu près le même parcours que vous et vous appuyez aussi sur d'autres plus anciens pour consolider l'esprit d'équipe ? Exactement, je le vois comme ça. Donc moi j'aime bien prendre donc des stagiaires. Chaque année on prend des stagiaires pour leur faire un petit peu découvrir le métier. Et il y en a sur les stagiaires des fois qui sont donc éligibles à l'apprentissage les années d'après. Donc effectivement on peut les suivre en alternance. Donc à l'école, moi dans le Tarn, donc il y a des écoles à proximité qui font cette formation-là. Donc automatiquement après on les prend en tant qu'apprentis et après si tout va bien, pourquoi pas les embaucher par la suite. Et dans l'atelier après donc il y a un chef d'atelier qui est un peu plus ancien. Donc j'ai une moyenne d'âge qui s'échelonne aux alentours des 38 ans, qui est très jeune. Mais donc on a un ancien qui a 54 ans. Donc c'est lui entre guillemets, c'est la matière grise de l'atelier, quoi. Dès qu'il y a des petits problèmes, ils veulent le voir à lui parce que lui au contraire, tous ces problèmes, il les a eus, donc il a su les résoudre. Donc effectivement, on s'appuie sur des expériences comme ça. Et après, vraiment, s'ils n'y arrivent pas, moi, je peux arriver à des fois, donc c'est plus détordre des pièces qu'à faire la base du boulot, quoi. C'est réparer, on va dire, les petites erreurs, quoi. Vous pensez que c'est un métier le métier de chaudronnier peut encore évoluer ? Déjà, il a pas mal évolué ces 20 dernières années, mais encore il peut évoluer, ouais. Surtout vis-à-vis des finitions et des matériaux qu'on peut encore avoir dans l'industrie, quoi. Dans les ustensiles un peu spécifiques de votre profession, est-ce que vous en avez créé ? Est-ce que vous en avez créé de nouveaux depuis que vous travaillez au sein de ces sociétés ? Donc, des ustensiles de travail créés, non. Améliorés, oui, parce que suivant les pièces qu'on fait, il n'y a jamais l'outillage qui va bien. On est toujours en train de créer l'outillage qui pourra aller ou taper au bon endroit ou tenir coup au bon endroit. Mais on modifie pas mal d'outillages pour avoir vraiment la spécificité qu'on veut acquérir à la fin, quoi. Quel est votre ustensile préféré, celui qui est un peu fétiche dans votre outillage ? Bon, en tant que chaudronnier, je vais pas mentir, c'est quand même le marteau.
plus particulièrement le postillon, parce qu'on est capable, s'il y en a qui écoutent ça, donc le chaudronnier, c'est ce que c'est un postillon, donc c'est le marteau donc, qui est avec un bourron d'un côté, un bout carré de l'autre, bombé et plat d'un côté et de l'autre. Et donc c'est avec ce marteau qu'on peut créer donc, des allongements, planer des pièces, faire de la finition sur certaines pièces. Et après, le petit complément, ça serait le chalumeau. Donc c'est lui qui pourrait nous permettre de faire donc, des chauffes de retrait, redresser des pièces. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées depuis que vous faites ce métier? Donc au début, c'était comment travailler le métal, parce que le métal, quand on le chauffe, il se dilate. Automatiquement, dès qu'on y tape dessus, il s'allonge, donc il n'est jamais plan. Donc c'est plein de petits trucs comme ça qui ont fait qu'il faut apprendre à maîtriser la matière. Vous dessinez tout avant de passer à la construction, à l'élaboration? C'est ça, je conçois et dessine, fais mes développés avant de les faire fabriquer ou de les fabriquer moi-même, ça dépend. Et quelle est la matière que vous préférez travailler, par exemple? Moi, ça sera l'inox. Ouais. Pourquoi? Parce que le lundi matin, j'arrive avec le bleu propre, je repars le vendredi soir avec le bleu propre. L'inox, lui, il est propre, donc c'est pas comme l'acier où c'est que dessus on a de la calamine. C'est un oxyde qui protège l'acier et qui est créé lors du laminage. Elle n'est pas nocive, mais c'est vrai effectivement qu'elle salit beaucoup. Et dès les premières heures, on est tout noir et on a toutes les mains noires, tout l'outillage se salit. Donc effectivement, la chaudronnerie, c'est pas que du travail, on va dire, de bourrin, c'est un travail minutieux où c'est qu'il y a des finitions. Et où c'est qu'on doit faire attention à la matière. Même l'inox, maintenant, on a toutes les tôles qui arrivent des fournisseurs. Elles sont protégées avec des films PVC pour ne pas les abîmer, pour pouvoir avoir un rendu vraiment propre à la fin. Alors une pièce, quand elle est terminée, elle a nécessité combien d'heures de travail et combien de manipulations, justement? Ça peut aller de quelques petites heures de travail jusqu'à des mois de travail. Ça dépend donc des différentes grosseurs et technicités de la pièce. Mais effectivement, sur une semaine de travail, admettons, on l'attaquerait le lundi matin. Donc on arriverait le temps de prendre donc, compte des plans, donc déchiffrer ces plans, donc regarder à quoi va ressembler la pièce, aussi bien en dimension qu'en capacité, suivant nos capacités machines, comment on va la rentrer dans les tôles, tout ça. Donc il faut compter à peu près 2-3 heures de travail donc à lire tous ces plans pour une pièce de 40 heures. Et après, on va donc commencer donc à sortir nos tôles du rack, donc là où elles sont stockées, pour pouvoir donc tracer nos développés qu'on aura calculés pendant ces 2-3 heures de travail en amont. On calculera nos développés, on commencera à former certaines pièces, à les rouler, à les plier. Donc ça peut être donc des formages qui sont manuels suivant la grosseur des pièces, jusqu'à carrément être assisté par de la machine-outil, de la plieuse, de la poinçonneuse, de la rouleuse. Une fois que ces pièces sont formées, sont pointées, on peut les assembler à trelle juste avant de les assembler définitivement par soudage. Mais moi, quand je donne du boulot, que je prends du boulot pour moi, j'aime bien faire une pièce de fond en comble. Donc on regarde les plans jusqu'à la finition, s'il y a de la peinture ou s'il y a du polissage. Donc on fait souvent qu'une pièce ou qu'un ensemble de pièces en même temps. Est-ce que votre carnet de commandes est rempli par mois, par trimestre, par semaine? Le carnet de commandes, avec ces périodes actuelles, c'est très difficile à dire, mais nous, souvent, ça marche par semestre, c'est-à-dire on sait ce qu'on va faire dans 6 mois. Quoi. Mais effectivement, sur des gros chantiers, on sait dans 2-3 mois qu'est-ce qu'on va faire. Aujourd'hui, moi, je sais ce que je vais faire dans 2-3 mois. Quoi. Alors une journée type, c'est toujours une répétition en fait, c'est-à-dire que vous savez par quoi vous allez commencer, par quoi vous allez finir le matin jusqu'au soir. Non, toutes les journées sont complètement différentes. Parce que déjà par rapport aux pièces, et après on sait que le matin on attaque avec une pièce, si elle est finie dans la journée on peut passer à une autre, et des fois une pièce qui prend plusieurs jours voire plusieurs semaines, tous les jours c'est une journée différente avec un peu plus de traçage, un peu plus de formage, des fois il y a de l'assemblage, du polissage, donc il y a des journées plus faciles que d'autres et d'autres plus compliquées. À l'heure de la robotique, est-ce que c'est une menace pour les chaudronniers d'aujourd'hui? Moi, je pense pas que c'est une menace. Effectivement, ça nous prendra un petit peu de boulot à la longue, mais le robot, lui, il est là pour créer des pièces de grande série. Et un boy chaudronnier, la série, ça lui plaît pas. À l'origine, il y a eu un prototype, et le prototype, il a été fait intégralement à la main, et effectivement, c'est le chaudronnier qui l'a fait. Donc, même si la robotique prend une grosse part dans l'évolution, il faut dire qu'un robot, c'est fabriqué par qui? Par un chaudronnier. Donc, automatiquement, plus il y aura de robots, plus il y aura de chaudronniers qui en fabriqueront. Si vous aviez à recommencer toute votre carrière, est-ce que vous auriez fait le même parcours, le même trajet? Ça, je pense pas, peut-être pas. Sur quelque chose, on va dire le concours des MOF, c'est sûr qu'une fois que j'y suis passé, le recommencer maintenant, ce serait compliqué parce que j'ai trouvé ça difficile.
Mais après, faire le parcours, mon parcours me plaît bien, mais effectivement, je ne pense pas que c'est l'optimal. Mais passer peut-être par d'autres formations ou des spécifications que j'aurais eu l'opportunité d'avoir, que je n'ai pas eu, effectivement, je les aurais prises. Nous espérons que vous avez pu apprécier cette conversation. Nous remercions chaleureusement Fabien Biot. Du coup, j'avais préparé un truc, j'ai pas dit un mot. Une fois qu'on est dans l'échange, ça va mieux qu'au début. Pour son aimable participation. Entretien Gilles Brochard, montage et post-production Verlac Édition. À très bientôt pour un prochain épisode.